Bonjour, l'objectif de cette présentation est de parler de quatre points détaillés en philosophie au sujet de la psychiatrie computationnelle, l'ontologie, la méthodologie, l'épistémologie et l'éthique. Alors, on a détaillé dans un article intitulé Les trois cultures de la psychiatrie computationnelle l'idée que derrière ce terme de psychiatrie computationnelle entendu au sens large, on pourrait dire une psychiatrie numérique qui s'appuie sur des modèles, des outils et des données numériques, eh bien on retrouve trois composantes. Euh, Premièrement, le patient est en rapport avec son clinicien via des outils numériques qui recueillent certaines données numériques donc, qui peuvent être donc vers le bas être introduites dans des modèles, par exemple d'apprentissage machine, apprentissage automatique ou deep learning, enfin finalement des modèles comme on les appelle d'intelligence artificielle. Et puis ceux-ci peuvent aider à compléter ou à confirmer des hypothèses faites par des modèles qui sont génératifs. Le modèle génératif, c'est un modèle qui permet de générer des prédictions, c'est-à-dire qui va expliquer un fonctionnement. Et en fait, l'apprentissage machine permet de fournir des données structurées à ces modèles génératifs. Eux-mêmes fournissent des datas qui renforcent les outils numériques, etc., dans une boucle comme ça, permettant de faire communiquer trois grands champs, finalement, utilisés par différentes disciplines et outils méthodologiques que sont les outils numériques, l'IA, en bas avec l'apprentissage automatique, et puis les modèles génératifs qui peuvent correspondre à une forme de psychiatrie computationnelle. Alors, quels sont les grands types de modèles génératifs? Eh bien, dans ces modèles génératifs, on en retrouve au moins 5. La théorie et la médecine des réseaux, c'est-à-dire l'idée que les données sont en interaction mutuelle à différents niveaux d'organisation. Deuxièmement, l'apprentissage par renforcement et les modèles de décision optimale ou decision making, et l'idée qu'il y a un renforcement de certains comportements ou de certaines actions, par exemple en robotique c'est beaucoup utilisé. Des systèmes dynamiques qui là utilisent qui se basent sur des modèles mathématiques d'équations différentielles à la base et qui expliquent le comportement de systèmes, par exemple en utilisant les attracteurs, des points fixes, les lois du chaos, les fractales, etc. Et puis les théories du cerveau, du codage prédictif, qui ressemblent aux apprentissages par renforcement, mais là vont utiliser des erreurs de prédiction pour que le modèle interne permettant de prédire le monde soit corrigé au fur et à mesure de l'apprentissage et de l'introduction de nouvelles données dans le cadre de modèles bayésiens. Alors d'où vient la psychiatrie computationnelle? Eh bien, on pourrait décrire certaines approches, certains systèmes de représentation de la psychiatrie, comme une approche phénoménologique, une approche psychanalytique, qui est là au sein du psychodynamique diagnostic manuel, une approche telle que celle de la classification Léonard, telle que celle de la classification française, ou même l'approche descriptive néo-kraepelinienne du DSM. Et donc on a là certaines approches de systèmes de représentation de la psychiatrie qui cherchent à modéliser des signes et des symptômes, les mettre ensemble dans des catégories, dans des classes, et définir ces classes comme des troubles. On a d'autres approches qui sont différentes, qui prennent non pas des données sémiologiques, phénoménologiques, mais vraiment des données neurobiologiques à différentes échelles du vivant, des gènes au comportement auto-rapporté, ou des approches statistiques, comme la ITOP au-dessus, qui là essaie de prendre en compte des rapprochements statistiques pour élaborer des dimensions qui, comme on le voit, sont hiérarchiquement organisées. Et en fait, peut-être lié à la déception de différentes approches en termes de mécanismes explicatifs, eh bien la psychiatrie computationnelle s'est développée, est en cours de développement pour essayer de à la fois rassembler ces approches, expliquer les mécanismes explicatifs sous-jacents à la psychopathologie, et puis simplement décrire la psychopathologie différemment. Alors qu'est-ce que c'est la psychiatrie computationnelle? Eh bien, c'est une modélisation mathématique de la sémiologie et des processus élémentaires de pensée, qui correspond à une approche numérique, donc en anglais digital, hein, par les outils connectés, et qui intègre aussi des grandes quantités de données, le big data, notamment traité par l'intelligence artificielle. Donc c'est une définition assez large de la psychiatrie computationnelle, comme on l'a vu précédemment, qui n'intègre pas seulement les modèles génératifs, mais aussi l'IA et les données numériques. Alors quelles sont les promesses de la psychiatrie computationnelle? Premièrement, on peut décrire à quoi elle sert, dans quoi elle s'insère et pourquoi elle se développe. Eh bien, elle se développe au sein de trois niveaux de marre: l'implémentation, le niveau de l'implémentation, le niveau algorithmique et le niveau computationnel qu'on va décrire par la suite. Dans quel cadre, dans quel style de raisonnement scientifique s'intègre-t-elle?
la psychiatrie computationnelle, quels sont ses outils, ses méthodes? On en a vu cinq grandes théories qu'on va citer rapidement. Et puis, quelle forme d'explication, notamment en termes de spectre d'essentialité, permet-elle? Alors en ce qui concerne les niveaux de Mars, c'est une réponse à la question dans quel cadre de travail réfléchit-on lorsque l'on utilise la psychiatrie computationnelle. Alors David Marr écrivait, tenter de comprendre la perception en comprenant les neurones, c'est comme essayer de comprendre le vol d'un oiseau en étudiant uniquement les plumes. Ce n'est tout simplement pas possible. En fait, il faut étudier le niveau 1, le premier niveau qui est dessiné en bleu sur le schéma, un niveau de l'implémentation, du comment, de dans quoi ça s'inscrit le modèle au niveau biologique. C'est un niveau physique, biologique, donc qu'on appelle de l'implémentation. Donc sur l'oiseau, c'est les ailes. Le vol de l'oiseau, donc le fonctionnement de l'oiseau, son comportement, dépend du battement de ses ailes. Un niveau 2, c'est un modèle formel qui est l'algorithme en lui-même. C'est en fait le quoi, c'est-à-dire l'algorithme. Qu'est-ce qui est processé, qu'est-ce qui est traité comme information. Donc l'aérodynamique, elle dépend des caractéristiques des plumes. Alors c'est pas tant les plumes qui intéressent, mais vraiment le battement des ailes, en fait, qui permettent d'expliquer le vol. Et puis en fait le niveau 3 est le niveau de la computation, c'est-à-dire vraiment de la fonction, de quels sont les objectifs. Et donc en fait c'est le vol en lui-même, donc le comportement en lui-même. Et donc là on a 3 niveaux, qui ne sont pas toujours 3 niveaux d'analyse du vivant, du plus... par exemple, c'est faux de dire que l'implémentation correspond à la biologie et le niveau algorithmique au niveau psychologique. C'est vraiment 3 manières de réfléchir différemment sur un même phénomène, en termes d'implémentation biologique, physique, en termes de modèles formels, donc de compréhension des mécanismes, et en termes d'objectifs, donc de cause finale, au niveau 3 computationnel. Et en fait, on pourrait donner, comme David Marr, un autre exemple, comprendre le jeu d'échecs ne dépend pas de la manière dont le plateau où les pièces sont fabriquées, donc dans quel bois, de quelle manière, ce qui est le niveau 1, mais plutôt des règles du jeu d'échecs, le niveau 2, et de l'objectif de l'échec et mat. Alors une fois qu'on a vu ça, à quoi ça ressemble la psychiatrie computationnelle en termes de style de raisonnement scientifique? Dans quelle science ça s'insère? Oui, ça s'insère dans un style statistique, puisque il faut utiliser des statistiques. En fait, ça utilise aussi un style galiléen, c'est-à-dire on modélise de manière hypothétique certains phénomènes. On utilise des mathématiques, puisque les modèles sont basés sur des mathématiques, un style plutôt combinatoire que géométrique, et puis un style taxinomique, puisque l'idée est par exemple, faire des clusters, donc de faire des catégories différentes les unes des autres. Donc on voit qu'on a plusieurs styles qui permettent de rendre compte de la psychiatrie computationnelle à l'intersection de ces différentes disciplines scientifiques. Alors, quelles méthodes? On les a rapidement citées. La modélisation bayésienne, le codage prédictif, en fait, propose que les représentations de l'environnement sont mises à jour au fur et à mesure de la réception des données sensorielles par un sujet ou par un modèle. Et donc, les comportements psychiatriques, c'est expliqué parce qu'il existe une mauvaise mise à jour de ces données sensorielles ou d'autres types de données. Et il peut y avoir ainsi une forme d'explication, donc un modèle génératif, en utilisant des principes bayésiens. Deuxièmement, l'apprentissage par renforcement, c'est qu'en fait, les attentes intérieures, elles représentent une récompense, donc, qui crée une erreur de prédiction si la récompense est négative, et puis qui renforce le modèle si la récompense est positive, qui pourrait aussi expliquer certains comportements psychiatriques. Très proche, les théories de la décision optimale ou decision making, c'est qu'il y a des distributions de probabilités sur un environnement futur. Donc il y a plusieurs probabilités, et puis certaines vont être choisies parmi d'autres lorsqu'elles renforcent certaines décisions qui sont prises au début de manière aléatoire, et puis de plus en plus précisément ensuite. Dans le cas des systèmes dynamiques, la dynamique cérébrale, mais aussi la dynamique des comportements peuvent être étudiées et fournissent des hypothèses dans les troubles psychiatriques. Et puis la théorie des graphes, par exemple dans les réseaux de symptômes, peuvent expliquer le comportement d'ensemble de symptômes interconnectés et mutuellement causaux les uns les autres. Alors enfin, quelles explications fournissent la psychiatrie computationnelle? On pourrait dire qu'il y a certains troubles ou certaines explications qui sont à forte essentialité et d'autres à faible essentialité. Alors, en fait, c'est simple à comprendre puisque des mécanismes comme le syndrome de Williams, qui sont des ensembles de symptômes provenant d'une cause monogénétique, seraient plus expliqués par une forte essentialité potentielle. Même si le gène n'était pas connu, on pourrait dire que, étant donné que la maladie est génétique, jugée génétique, en fonction des données actuelles de la science, le trouble est à forte essentialité. Il y a une variable qui permet d'expliquer le regroupement des symptômes présents dans le syndrome de Williams. A l'inverse, dans des symptômes
des ensembles de symptômes comme dans les ensembles de symptômes décrits dans les troubles dépressifs caractérisés, eh bien, les symptômes s'influencent les uns les autres et ne sont pas nécessairement causés par une unique cause sous-jacente. Donc en fait, il y a des mécanismes neurobiologiques qui peuvent être plus ou moins retrouvés en fonction de l'essentialité du trouble. C'est ce qu'on voit donc à gauche sur le schéma. Il y a des trajectoires variables. Des troubles à forte essentialité vont avoir tendance à avoir une trajectoire plus nette que des troubles à faible essentialité qui vont évoluer de manière discontinue, s'embrasant par moments, et puis beaucoup moins réactifs aux variations phénoménologiques ou de l'environnement. Et puis, il y a une pertinence du contenu intentionnel qui est plus ou moins importante en fonction de l'essentialité, notamment parce que dans les troubles à faible intentionnalité, le contenu intentionnel, c'est-à-dire le fait que le symptôme se rapporte à quelque chose, on a peur de quelque chose, on est triste pour quelque chose, eh bien ça va être beaucoup plus marqué dans les troubles à faible essentialité que dans ceux à forte essentialité. Si on reprend l'exemple du syndrome de Williams, la manifestation phénotypique ne va pas tant dépendre de l'environnement que c'est le cas dans un trouble dépressif caractérisé. Voilà, merci pour votre attention.